C'est l'une des maladies rares les plus fréquentes. 7000 patients sont concernés en France. La maladie d'Huntington se déclenche généralement autour de 35-40 ans. Quels en sont les symptômes? Où en est la recherche? Comment vit-on avec cette maladie? On en parle aujourd'hui dans le rendez-vous On Health. 5 cas pour 100 000 habitants. La maladie d'Huntington est une maladie neuroévolutive rare. Quelles en sont ses causes? Comment se manifeste-t-elle? Imad Sfer, gériatre et président de Reseda, qu'on a le plaisir de retrouver aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Huntington? Alors, la maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative qui touche des zones précises du cerveau avec une disparition des neurones, ce qui provoque des symptômes cliniques. Alors c'est une maladie génétique, donc liée à une mutation d'un gène qui code pour une protéine, ce qui explique les troubles au niveau du cerveau. Comment elle se manifeste, cette maladie? Alors, les manifestations les plus visibles, ce sont les troubles moteurs à type de chorée. Ce sont des mouvements brusques, involontaires et imprévisibles, mais également une augmentation du tonus musculaire et des tremblements. Par contre, il y a d'autres troubles qui sont moins visibles, qui sont les troubles psychiatriques, surtout la dépression, une dépression qui démarre encore plus tôt que les troubles moteurs, et une irritation, des changements de comportement, de personnalité. Alors je me tourne vers le docteur Quentin Thomas, vous êtes neurologue au CHU Dijon-Bourgogne. Cette maladie, est-ce qu'on peut la prévenir ou l'éviter? On peut l'éviter tout à fait. Comme on disait, c'est une maladie qui est génétique. Donc, puisque quand on sait qu'on a un parent qui est atteint, le risque pour les enfants est de 50% pour chaque enfant, eh bien les personnes peuvent faire cette démarche de test présymptomatique, connaître son statut avant d'avoir des signes, et donc eh bien, faire des démarches ensuite, qui sont globalement des démarches de procréation médicalement assistée, pour ne pas transmettre cette mutation à de futures générations. Donc on peut savoir et éviter de transmettre. Exactement. Maintenant, quand on sait un tout petit peu plus sur cette maladie, je vous propose de nous intéresser, de savoir où en est la recherche. C'est l'objet de la deuxième séquence de ce rendez-vous. Et on reste avec vous, docteur Thomas. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des traitements pour lutter contre cette maladie? Aujourd'hui, on n'a pas un traitement qu'on peut proposer aux patients qui va significativement freiner ou guérir la maladie. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Il y a des traitements pour les symptômes, et la recherche est très active pour traiter la maladie à la source, c'est-à-dire à l'échelle génétique, avec différentes approches de thérapie génique qui ont pour but de bloquer la production de cette protéine mutante qui génère toute la cascade dont on a discuté au niveau cérébral. Docteur Thomas, le CHU Dijon-Bourgogne travaille sur toutes les étapes de la maladie, le traitement bien sûr, mais aussi sur le suivi et l'évaluation. Traiter, c'est bien évidemment très important, mais il faut aussi détecter la maladie le plus tôt possible et savoir quel patient traiter. Et donc pour ça, au CHU, on travaille sur des protocoles qu'on appelle d'eye tracking, c'est-à-dire d'études des mouvements au niveau oculaire, parce qu'on se rend compte que ces malades, avant d'avoir des signes moteurs, ils ont déjà des symptômes, on en a parlé au niveau cognitif, psychiatrique, mais ils ont aussi des petites anomalies au niveau des mouvements oculaires, eh bien, qui nous permet de savoir que la maladie est déjà là, et donc d'identifier des patients qui pourraient être éligibles à des thérapies géniques, par exemple. Oui, parce que vous dites que souvent le traitement arrive trop tard. On n'arrive pas aujourd'hui à évaluer la maladie avant que les premiers signes ne se déclenchent. Le problème, c'est qu'on dit que la maladie est là quand il y a des signes moteurs. C'est la définition même. Et le problème, c'est que quand on en arrive là, c'est que la maladie, elle existe déjà depuis plusieurs dizaines d'années parfois. Et donc effectivement, d'un point de vue de thérapie génique, sûrement que c'est déjà trop tard. Imad Sfer, consécutivement, les patients que vous rencontrez ont déjà eu ce diagnostic? Ou pas, ça dépend, mais en général, ils se connaissent, parce que c'est des familles qui ont ce problème-là. Alors effectivement, ils peuvent nous consulter une fois les symptômes moteurs qui ont démarré, et on les met en contact avec des professionnels pour les prendre en charge, notamment à domicile, pour les maintenir au maximum chez eux. Eh bien justement, on va voir comment on peut vivre avec, mais pas seulement, vous allez voir qu'il y a aussi des possibilités de vivre mieux et plus longtemps. C'est l'objet de notre troisième séquence. Et vous allez le voir, c'est notamment l'activité physique qui va avoir un rôle intéressant dans l'accompagnement des patients. J'accueille Théo Gomet. Bienvenue, vous êtes enseignant en activité physique adaptée au CHU Dijon-Bourgogne. En quoi le sport va aider les malades? Eh bien, l'activité physique va être intéressante pour plusieurs aspects auprès de ces patients atteints d'une maladie d'Huntington. Donc, comme on l'a évoqué précédemment, on va avoir des atteintes effectivement au niveau moteur. Donc, voilà, on peut avoir des rigidités musculaires, on peut avoir des troubles de l'équilibre qui peuvent engendrer des risques de chute. Tout ça, on va pouvoir bien sûr le travailler, le prévenir. L'avantage, c'est qu'on va aussi prévenir du coup des comorbidités, avec notamment les risques de chute qui peuvent engendrer par exemple des fractures ou d'autres complications. Et ça va avoir aussi un intérêt pour tout ce qui va être au niveau de la partie cognitive, avec plutôt justement là des décharges
charge au niveau des neurotransmetteurs, comme la sérotonine, la dopamine, les endorphines, qui vont nous permettre de prévenir, par exemple, des risques de troubles psychiatriques comme la dépression qu'on évoquait avant ou des troubles au niveau de l'anxiété. Et donc, ça va être vraiment important de bouger parce qu'on va avoir cet effet du coup neuroprotecteur quand on va se mettre en mouvement, aussi bien donc, sur les troubles moteurs comme les chorés qu'on a pu évoquer, mais aussi du coup sur ces troubles plutôt psychiques, psychiatriques. J'imagine qu'on adapte évidemment l'activité physique au stade de la maladie. En fait, en fonction de la sévérité de la pathologie et de là où est-ce qu'on en est un petit peu, on va avoir forcément des symptômes qui sont plus ou moins présents, que ce soit au niveau moteur ou cognitif. Et donc, par exemple, on va pouvoir travailler l'équilibre, bien sûr avec des exercices un peu réverbatifs, tenir sur un pied, tenir sur un coussin proprioceptif, comme on peut le faire par exemple avec un kinésithérapeute également. Mais ça peut être aussi intéressant de le travailler de façon un peu plus ludique avec des pratiques autres, comme par exemple le tai chi, le yoga, de la gym douce. On va pouvoir travailler aussi bien sur l'aspect renforcement musculaire, sur l'aspect équilibre, sur le développement des capacités cardio-respiratoires, ne serait-ce qu'avec de la marche par exemple, parce qu'on va parler vraiment d'activité physique au sens très large. Vous faites partie de ce tissu, j'allais dire, d'accompagnement du malade. Ils sont nombreux, hein, les accompagnants. Je me retourne vers vous, Céline Chauvin, vous êtes coordinatrice de parcours au sein de l'équipe handicap rare Nord-Est. En quoi c'est important pour un malade d'être accompagné? C'est important pour lui permettre, comme tout le monde l'a dit sur le plateau jusque-là, de vivre au quotidien le mieux possible, le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. La première étape, ça va donc être d'aller rencontrer la personne à domicile avec ses aidants, ses proches, puisque souvent ces personnes sont aidées de leur conjoint, d'un parent, pour évaluer avec elle vraiment les besoins, s'il s'agit d'un suivi médical spécialisé auprès d'un neurologue qui connaît bien la maladie, de rééducation, d'activités de loisirs, d'activités physiques adaptées, comme on en a parlé également. Ça peut être des aides à domicile, de l'adaptation du logement, et tout cela ayant un coût, il ne faut pas oublier également tout ce qui peut être aide financière, notamment par le biais des MDPH, mais pas seulement. Et une fois qu'on a évalué l'ensemble de ces besoins, on va se tourner vers tous les partenaires du secteur qui peuvent exister. Ça peut être des services médico-sociaux comme les SAMSA, les SAVS, ça peut être les dispositifs d'appui à la coordination qui vont justement nous aider à aller trouver des libéraux pour intervenir. On va aller chercher dans le droit commun aussi les activités de loisirs, des activités artistiques, tout ce qui peut contribuer au bien-être de la personne à domicile. Et c'est vous qui pilotez, qui coordonnez tout cela. Imad Sfer, pourquoi est-ce aussi important d'être entouré pour les malades d'Huntington? Le maintien à domicile favorise la stabilité de la maladie et des symptômes. Et il y a un rôle très important de l'aidant qui va soutenir tout au long de la maladie le patient, d'où l'importance aussi de proposer à l'aidant un temps de répit pour qu'il puisse tenir tout au long du parcours de cette maladie et l'évolution de cette maladie. Docteur Thomas, je crois que pour vous, le regard aussi des accompagnants, des aidants, est important. Exactement, c'est ce que je me disais quand Dr Sfer parlait. L'aidant, il est fondamental au patient. On le voit, l'environnement a un impact énorme. Mais il est aussi fondamental côté médecin parce que par la nature même de cette maladie, les patients n'ont pas toujours une capacité à évaluer, eux, leurs propres difficultés. C'est vraiment un vrai symptôme neurologique, hein, ça s'appelle la nosognosie. Et donc, quand on va demander au patient quels sont ses besoins, ses problématiques, spontanément, il peut dire « mais tout va bien », alors qu'il y a en fait des chutes, des gros problèmes d'alimentation, des choses comme ça. Donc l'aidant, il nous apporte un œil autre, extérieur et objectif souvent, qui va nous aider ensuite à détecter les problématiques et pouvoir les traiter. Qu'est-ce qu'on retient de ces échanges, Dr Sfer? La maladie de Huntington, certes, elle est rare, mais quand elle arrive dans une famille, ça provoque beaucoup de problématiques pour la famille et de son entourage, d'où l'importance de soutenir l'entourage et l'aidant. Céline Chauvin? Eh bien, on accompagne principalement des patients jeunes qui ont une vie classique avant d'être atteints. Donc, il est vraiment important de pouvoir évaluer au mieux leurs besoins pour leur permettre de vivre à domicile le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. Docteur Thomas? On a souvent l'image maladie non évolutive, intraitable, rien à faire. Voilà, c'est un des messages à faire passer. Ce n'est pas vrai du tout, que ce soit d'un point de vue médical ou, comme on a pu en discuter, paramédical et accompagnement. Théo Gommet? Effectivement, c'est pas parce qu'on est en situation pathologique qu'on ne peut rien faire. Il faut favoriser au maximum le mouvement, parce qu'en favorisant le mouvement, on va pouvoir favoriser l'autonomie et surtout la qualité de vie. C'est ce qui est important chez ces patients-là pour lesquels on n'a pas de traitement curatif. Merci à tous les quatre de nous avoir fait découvrir cette maladie finalement peu connue. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le rendez-vous ONELS. Merci à Pauline Rousselet qui a réalisé cette émission, Antonin Tabar qui m'a aidé à la préparer. Et à très vite, à très bientôt pour un nouveau rendez-vous ONELS.